Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 4 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Anthony Aguilar est avec nous. Bienvenue parmi nous, Anthony. Merci. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion d'avoir cette discussion aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses. Oui, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Commençons par ce qui s'est passé. Ce matin, on a appris que l'Iran avait tiré 2 missiles sur un navire de guerre américain. C'était un croiseur, plus grand qu'un, je ne sais pas, peut-être qu'un destroyer. Apparemment, ce croiseur essayait de traverser le détroit d'Ormuz et l'Iran a tiré ces 2 missiles qui ont fait demi-tour et sont revenus. Depuis, on entend parler de nouvelles attaques aux Émirats arabes unis, sur ces 2 ports, juste en dessous du golfe Persique. C'est à l'extérieur du détroit d'Ormuz, à Fujairah et dans d'autres ports qui ont été attaqués, des pétroliers touchés. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on se dirige vers une sorte d'effondrement avec tout ça? Parce que l'Iran ne considère pas qu'il s'agit d'un cessez-le-feu. L'Iran ne croit pas au cessez-le-feu. Pour eux, c'est une sorte de pause. Ce dont ils parlent, c'est d'une pause. Et à tout moment, la guerre peut reprendre. D'après vous, qu'est-ce qu'on est en train de voir se produire là maintenant? Je pense qu'il est important d'abord de bien comprendre la situation. Regardons les moyens navals du commandement central américain et les composantes de la 5e flotte. Géographiquement, on sait que le groupe aéronaval du porte-avions USS Lincoln, celui de l'USS Bush, ainsi que le navire d'assaut amphibie USS Tripoli, qui fait partie de l'unité expéditionnaire des marines, sont tous déployés entre le golfe d'Oman et la mer d'Arabie. Certains bâtiments, comme les porte-avions et les sous-marins, se trouvent même plus au sud, dans l'océan Indien. Les États-Unis n'ont actuellement aucun navire qui navigue ou transite régulièrement par le détroit d'Ormuz. Vous avez le golfe Persique, vous avez le golfe d'Oman, et entre les deux, ce petit passage maritime de 12 milles nautiques, le détroit d'Ormuz, qui les relie. Mais les forces navales américaines se trouvent du côté sud, dans le golfe d'Oman. Alors, est-ce qu'il y a des ports iraniens et une côte iranienne le long du golfe d'Oman? Oui, il y en a. Et surtout, l'endroit d'où cette attaque serait partie, c'est la ville côtière de Jask, située dans la région, ou la province, d'Hormozgan, en Iran. On sait aussi que l'Iran dispose de systèmes de défense côtière, de missiles anti-navires installés à terre, dans le port de Jask, dans cette même ville côtière. Est-ce qu'il est possible que l'Iran ait mené une frappe avec 2 missiles contre un destroyer ou un navire américain, que ce soit un croiseur ou un destroyer, d'après ce qu'on sait, et compte tenu de la position du Lincoln et de ses moyens? Je pense qu'il est très probable qu'il s'agisse de l'USS Murphy. L'USS Murphy fait partie des 3 destroyers affectés au groupe aéronaval du porte-avions USS Lincoln, qui patrouille dans la région. Dans ce groupe, on trouve l'USS Peterson, l'USS Spruance et l'USS Murphy. Et puis, il y a aussi l'USS Mobile Bay, un destroyer rattaché au groupe d'intervention de l'USS Tripoli. C'était l'USS Canberra. C'était le Canberra, d'accord, le Canberra et le Murphy. Alors, le USS Canberra fait en fait partie du groupe aéronaval Ford, qui a été rattaché au groupe Lincoln dans la région. Ils relèvent maintenant tous de la 5e flotte. Le Canberra et le Murphy se trouvaient tous les deux avant le début des hostilités ou pendant cette période de cessez-le-feu au large du Qatar. Donc, voir que c'est le Canberra qui a subi ces frappes montre que les États-Unis rapprochent leur patrouille du détroit lui-même. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce 4 mai, l'opération Project Freedom a commencé. C'est l'opération que les États-Unis ont annoncée hier soir. Leurs forces navales vont guider les navires commerciaux à travers le détroit.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que guider ne veut pas forcément dire escorter. Guider, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être une communication radio, ça peut être une aide à la navigation. Ça peut aussi être le déploiement d'aéronefs depuis un navire pour assurer la reconnaissance ou la surveillance du passage des navires dans le détroit d'Ormuz. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils seront escortés. Mais s'il y a escorte, ou si, comme on le voit maintenant, les forces navales américaines se rapprochent du détroit d'Ormuz, ce point géographique clé, ce terrain stratégique, si on veut, eh bien, la situation devient très similaire à celle d'août 1964 dans le golfe du Tonkin, au Vietnam. À l'époque, c'était un tout petit affrontement naval, rien de marquant dans les livres d'histoire en soi. Mais cet affrontement a eu pour effet d'entraîner directement les États-Unis dans le conflit à grande échelle, avec des centaines de milliers de soldats envoyés au Vietnam à cause de cette étincelle. Ce qu'on observe aujourd'hui, ce matin, dans le Golfe, dans le détroit d'Ormuz, rappelle fortement cette poudrière, cette étincelle, un peu comme celle du Tonkin, qui pourrait pousser les États-Unis à s'impliquer davantage, à devoir agir militairement pour contrôler le détroit. On voit aussi que l'Iran a frappé les Émirats arabes unis. Vous savez, quand on parle des Émirats arabes unis, c'est un peu étrange. L'État a décidé de quitter l'OPEP et aussi l'autre organisation, l'OPEP, qui regroupe les pays arabes producteurs de pétrole. Ensuite, ils ont choisi de sortir du CCG. Et maintenant, à propos de ces attaques iraniennes contre ces deux ports, ils disent que le régime islamique en Iran regrettera le 4 mai 2026, tout comme le Hamas a regretté le 7 octobre. C'est une promesse. Mais d'où ça vient et comment ils parlent? Est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose contre l'Iran, seuls ou avec Israël? Ils y pensent vraiment. Comment vous voyez ça? Imaginons que les Émirats décident d'agir contre l'Iran. Qu'est-ce qu'ils ont concrètement pour attaquer l'Iran? Vous savez, les Émirats arabes unis ont une petite armée très efficace, mais clairement pas de quoi s'opposer à l'Iran à grande échelle. Donc, si les Émirats réagissaient seuls, ce serait très limité. Ce serait un simple coup sur les doigts, rien qui ait vraiment un impact. Est-ce qu'ils pourraient répondre symboliquement, mener une riposte limitée? Oui, bien sûr. Mais pour qu'une réponse ait un véritable effet, une mesure concrète contre l'Iran, il faudrait qu'Israël ou les États-Unis, ainsi que d'autres pays alliés, disons l'Arabie saoudite, s'unissent aux Émirats dans une réaction d'envergure. Comme vous le voyez, si les Émirats arabes unis répondaient à grande échelle, cela impliquerait directement d'autres nations. Israël, l'Arabie saoudite, les États-Unis. Israël a déclaré tout à l'heure que selon ses services de renseignement, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran risquait de s'effondrer dans les prochaines heures. C'est une analyse que je partage. Ils ont d'ailleurs ordonné l'ouverture de tous leurs bunkers et abris souterrains, ce qui montre qu'Israël s'attend, d'une manière ou d'une autre, à une action militaire. Alors, est-ce que cela veut dire qu'Israël pourrait se joindre aux Émirats arabes unis pour des frappes de représailles? C'est possible. Est-ce que l'Arabie saoudite se joindrait à tout ça, compte tenu de ses liens avec les Émirats arabes unis et du fait que les deux, l'Arabie saoudite et les Émirats, ont une rivalité de longue date, une véritable hostilité, si on veut, envers l'Iran? Est-ce qu'on pourrait voir ça se former? Absolument. Est-ce que les États-Unis s'en retireraient? Si on regarde ce que Donald Trump a publié sur Truth Social ces dernières heures, on pourrait penser que Donald Trump et les États-Unis pourraient effectivement s'en désengager. Mais je ne crois pas que ce sera le cas. On a déjà entendu ce genre de discours de la part de Donald Trump.
Eh bien, l'Europe, c'est votre problème maintenant. Ou les pays du Golfe, c'est votre problème maintenant. Et pourtant, nous sommes toujours là. Nous sommes restés, nous avons intensifié notre présence, nous avons renforcé nos forces navales dans la région. Nous sommes à un carrefour. Nous sommes pris dans les cornes d'un dilemme. Et à l'intérieur de ce dilemme, il y a de mauvais choix, et des choix encore pires. Il y a des options mauvaises, et d'autres franchement catastrophiques. Et en ce moment, à ce point de bascule, tout est réuni, tous les éléments sont là pour que la situation s'enflamme, et très vite. Ce combat autour du détroit d'Ormuz serait dévastateur pour les pays du Golfe qui partagent ce littoral. Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït et les ports du sud de l'Iran. On se dirigerait vers un affrontement très dynamique, à la fois naval et terrestre, le long des côtes. Tous les ingrédients sont là pour que cela se produise. Vous savez, c'est vraiment difficile de comprendre ce que Donald Trump essaie de faire passer et de savoir quelle est la vraie politique, la ligne officielle derrière tout ça. Il a aussi dit qu'on avait abattu 7 petits bateaux, mais ensuite on a appris que les Iraniens démentaient, qu'il ne s'était rien passé de ce genre. Et honnêtement, c'est plus quoi croire, parce qu'ils ont aussi affirmé qu'un navire iranien avait été coulé, ce qui n'était pas vrai non plus. Je ne sais pas ce que tout ça veut dire. Et puis, il a déclaré que si l'Iran attaquait des navires américains, il réagirait. Mais en réalité, il n'y a pas de navires américains dans cette zone. Et les États-Unis n'utilisent pratiquement pas le détroit d'Ormuz. Alors, comment faut-il comprendre Donald Trump? Est-ce qu'on peut simplement ignorer ce qu'il dit et se concentrer sur les mouvements réels dans la région? Les opérations militaires, les avions ravitailleurs, la manière dont il déplace l'aviation américaine. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour comprendre le comportement des États-Unis? Parce que Donald Trump, lui, est vraiment déroutant. Eh bien, je dirais que les discours et les commentaires de Donald Trump sur Truth Social et tout ce qu'il dit ailleurs ressemblent à une sorte de guerre psychologique ou de manipulation psychologique. Mais je ne crois pas que ce soit intentionnel. À mon avis, Donald Trump réagit avant tout à ce qu'il ressent. Il réagit de manière immédiate en fonction de la façon dont il perçoit la situation, à un niveau très superficiel. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai constaté quand il a réagi à l'ordre de quitter la Syrie. On devait partir, puis on est resté, ensuite on s'est retiré, puis on a réduit notre présence, et finalement, on est revenu. Toujours la même chose. Je veux dire, c'est la même chose. C'est le manuel Donald Trump, tout simplement. Quand on regarde comment Donald Trump réagit à tout ça sur Truth Social et ce qu'il dit au peuple américain, j'ai l'impression que c'est bien plus orienté vers le marché boursier que vers la réalité d'une action militaire. On voit un renforcement continu des forces navales. On voit aussi un renforcement des forces terrestres. Et on observe une montée en puissance des moyens logistiques stratégiques, comme les ravitailleurs KC-130, les systèmes de missiles Patriot, ou encore d'autres types d'aéronefs de la marine qui soutiennent ces groupes aéronavals, notamment sur le plan logistique. En plus de ce risque, il n'y aura pas seulement des destroyers, des croiseurs, des porte-avions, des sous-marins ou des navires de guerre amphibies. Il y aura aussi beaucoup de navires logistiques dans la zone, en mer ou dans les airs. Et eux aussi sont vulnérables parce qu'ils n'ont évidemment pas le même niveau de défense aérienne ou maritime. Et pour reprendre le point de Donald Trump, il est tout à fait possible que de nombreux bateaux rapides de la marine des gardiens de la révolution iranienne aient été détruits ou coulés dans les environs du détroit d'Ormuz, que ce soit au nord, dans le golfe Persique, ou au sud, dans la mer d'Arabie. C'est même très probable. Ces vedettes rapides, vous savez, ne sont pas très blindées.
Elles ne sont pas très grandes, mais l'Iran en possède des milliers. Et ces vedettes rapides transportent aussi des missiles anti-navires. Des missiles anti-navires du même type que ceux dont on a vu le potentiel, vous savez, quand je regardais la carte. Et je crois que c'est depuis confirmé. La frappe qui aurait pu venir d'Iran provenait probablement des batteries côtières de Jask. Jask, c'est une île côtière au large de l'Iran, dans la zone où le pays partage son littoral avec le golfe d'Oman. Donc, si ça venait de là, on sait que l'Iran dispose d'un important arsenal, ou en tout cas d'un grand nombre de missiles de croisière anti-navires. Ce sont leurs missiles Noor, leurs missiles Zafar et leurs missiles Nazir. Ce qui est intéressant avec ces missiles en particulier, c'est leur portée, qui va d'environ 50 à 250 km. Autrement dit, largement de quoi couvrir tout le détroit d'Ormuz. Ces missiles ont été conçus à partir du modèle chinois du missile anti-navire C-802 et reproduits sur cette base. C'est donc un missile anti-navire très dangereux et très performant dont l'Iran possède un grand nombre. Il est aussi très probable que la Chine ait fourni à l'Iran la capacité de tirer son propre missile C-802 depuis la côte vers la mer, ou encore le missile anti-navire Harpoon. Et, pour tout ce qui concerne la défense côtière et la protection des voies maritimes, ces systèmes sont extrêmement efficaces. Vous savez ce qui est intéressant avec le missile que j'examinais, celui qui a probablement été tiré par l'Iran, c'est que ce type de missile, s'il s'agit bien du missile Noor, possède ce qu'on appelle une capacité de vol rasant au-dessus de la mer. Il peut être tiré en trajectoire directe, en trajectoire balistique, comme une torpille, ou bien raser la surface de l'eau. Pourquoi c'est important? Parce que si vous êtes opérateur sonar ou radar sur un destroyer, un croiseur, un navire de soutien ou tout autre bâtiment, repérez quelque chose qui vole dans les airs. D'accord, c'est facile. Repérez quelque chose qui arrive sous l'eau. D'accord, c'est facile aussi. Mais un missile qui saute ou rase la surface de l'eau, c'est très difficile à détecter, que ce soit au radar ou au sonar. À cause des vagues, des interférences à la surface qui perturbent le radar, et le sonar, lui, est toujours le plus compliqué à interpréter. Alors, si vous avez un missile capable d'être tiré depuis la côte, pas depuis un navire où l'on peut voir d'où il part et le suivre depuis son point d'origine, mais bien depuis la côte et qu'il peut ensuite raser la surface de l'eau, eh bien ça peut représenter un vrai danger pour les forces navales. Je sais que, ce matin, en me réveillant, j'ai vu des rapports indiquant que les gardiens de la révolution iranienne affirmaient avoir tiré. Le commandement central américain a dit que nous avions été visés, mais pas touchés, ou du moins, ils n'ont ni confirmé ni démenti un impact. Les médias iraniens, eux, ont déclaré qu'il y avait bien eu des tirs et qu'un tir avait réussi. Est-ce possible, et même probable, qu'un missile de croisière anti-navire tiré depuis la côte ait effectivement touché un navire américain? Oui. Est-ce confirmé? Pas encore. Mais comme on le voit, le détroit d'Ormuz devient de plus en plus le centre de gravité. C'est une zone extrêmement encombrée. Sur le plan maritime, c'est très étroit et plusieurs pays se partagent ce littoral très particulier. Pour moi, tout cela a l'étincelle d'un baril de poudre, comme le golfe du Tonkin, la formation d'alliances de la Première Guerre mondiale et les tensions contemporaines qu'on a déjà observées dans cette région entre les pays du Golfe et l'Iran. Prises ensemble, à ce moment charnière, ces éléments ne laissent pas présager une issue pacifique ou négociée dans les jours ou les semaines à venir. Je m'attends à une guerre prolongée, à la fois navale et aérienne, et peut-être même à ce que les États-Unis envisagent, comme je l'ai déjà dit, l'option d'un engagement de forces terrestres. Tu sais, tout part un peu dans tous les sens en ce moment.
Il y a à peine quelques instants, on a appris qu'une alerte aux missiles avait été déclenchée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ça vient de se produire, et tu vois, les responsables émiratis parlent de mettre fin au CGRI, d'en finir une bonne fois pour toutes. C'est incroyable, ce genre de déclaration, venant à la fois des Émirats et de l'Iran. Alors dis-moi, si on regarde les États-Unis aujourd'hui, imaginons qu'ils décident de reprendre la guerre. De quoi auraient-ils besoin? Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la donne? Parce qu'on sait comment les États-Unis s'étaient préparés avant le 28 février. Si on compare à ce moment-là, qu'ont-ils aujourd'hui qui pourrait être un véritable tournant, quelque chose qui mettrait plus de pression sur l'Iran? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre dans la stratégie américaine, ou peut-être conjointe avec Israël et les Émirats? Eh bien, on sait que les États-Unis ont introduit des missiles hypersoniques dans la région. On sait aussi qu'ils ont déployé davantage de prismes et d'attaques MS. Et si on imagine à quoi pourrait ressembler une escalade future du conflit, je pense qu'il est moins probable qu'on voit des missiles iraniens et israéliens se croiser dans le ciel, avec les pays du Golfe pris dans la ligne de mire des radars ou d'autres systèmes de défense. On va plutôt voir tout ça se concentrer sur les zones côtières du Golfe Persique, sur les côtes du Golfe d'Oman et surtout autour du détroit d'Ormuz. Parce que je pense que maintenant, avec la poursuite de cette guerre, et je partage l'évaluation de l'Iran sur ce point, il n'y a pas de cessez-le-feu. Mettre en place un blocus naval, comme le font les États-Unis, ce n'est pas un cessez-le-feu. Un blocus naval, c'est un acte de guerre. Donc, est-ce qu'il y a eu un cessez-le-feu? Non. Est-ce qu'il y a eu une impression du genre « bon, on ne se tire plus dessus pour l'instant » ? Oui. Et est-ce qu'on a vu que les États-Unis et Israël profitaient de ce temps pour se réapprovisionner, reconstruire, se redéployer? Oui. L'Iran aussi? Oui. Alors dans cette nouvelle phase d'hostilité, qui est très probable, comme je l'ai dit, je partage l'évaluation du renseignement israélien. Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est à quelques heures de s'effondrer. Qu'est-ce qui maintenant change par rapport aux 61 jours précédents de conflit? À mon avis, les frappes américaines vont devoir être plus précises parce qu'on commence à manquer de munitions. C'est un fait. Les forces navales dans la région sont maintenant divisées en deux. D'un côté, il y a celles stationnées dans le Golfe Persique, près du Qatar et le long des côtes des Émirats arabes unis. De l'autre, le reste de la flotte se trouve au sud du détroit d'Ormuz, en Oman, dans la mer d'Arabie et jusqu'à l'océan Indien, où le porte-avions USS Lincoln est actuellement en mer. Il faut relier ces deux ensembles, les rassembler. C'est un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les forces navales américaines étaient réparties à l'intérieur de la première chaîne d'îles et à l'extérieur de la deuxième. Et c'est là que le Japon a attaqué Midway, juste sur la ligne de cette deuxième chaîne d'îles. Une partie de toute la campagne consistait à réunir ou à relier les forces navales à travers cette stratégie d'îles en îles. Il va falloir faire quelque chose pour relier ces forces navales et obtenir une position d'avantage militaire en mer. Pour moi, ça se joue du côté du détroit d'Ormuz, soit autour de l'île de Hachem, soit ailleurs. Mais il faut agir sur le plan géographique pour prendre le contrôle du détroit d'Ormuz et garantir la liberté de navigation à cet endroit. C'est un point d'étranglement. Et ce n'est pas seulement un point d'étranglement commercial ou économique, c'en est aussi un sur le plan militaire quand on parle de guerre navale. Donc, tout ce qu'on a vu dans les médias ces dernières 24 heures, je le perçois comme une série d'étapes, d'éléments qui mènent vers une reprise des hostilités. Et cette fois, ce sera bien plus meurtrier, bien plus direct que ce qu'on a connu pendant les 62 premiers jours. Je parle de combats navals, ou des destroyers américains, des croiseurs,
des bâtiments de la marine américaine seront en contact direct, dans une véritable guerre de tir, avec des forces côtières iraniennes, avec leurs vedettes rapides. Vous savez, même si ces vedettes n'ont pas la puissance de feu d'un destroyer ou d'un croiseur, elles restent redoutables grâce à leur système de missiles antibalistiques. They still pack a punch with their anti-ballistic missile system capability. They carry those on board. We've seen it. Ils en transportent à bord, on l'a vu. Donc je pense qu'on entre dans une nouvelle phase. Je crois que le projet Freedom, cette nouvelle étape de l'opération qu'on a lancée aujourd'hui, va très vite s'effondrer et qu'on va assister à la prochaine phase militaire de l'opération Epic Fury. Vous savez, quand on regarde les précédents conflits, Operation Iraqi Freedom, Operation Enduring Freedom, puis Operation Inherent Resolve, je me dis que cette nouvelle phase pourrait bien s'appeler Operation Epic Resolve. Quelque chose dans ce genre-là qui montre qu'on va rester là-bas un bon moment. Donald Trump demande à la Corée du Sud d'entrer dans le jeu, de participer à la guerre. Oui, parce qu'un des pétroliers de ce pays a été touché par des missiles, ou peut-être des drones, dans le golfe Persique. Vous pensez que ça peut arriver? Je ne vois pas la Corée du Sud s'impliquer directement avec sa marine. Ils ont un problème bien plus grave, existentiel, juste au nord. Et franchement, si la Corée du Sud déplaçait sa marine, ce serait offrir la victoire à Kim Jong-un sans même qu'il y ait de guerre. Parce qu'on a déjà, souvenez-vous, retiré des batteries de missiles Patriot de Corée du Sud pour les déployer dans cette région. Donc non, je ne pense pas que la Corée du Sud participera directement à cette guerre, ni militairement, ni avec sa marine. Est-ce que je peux imaginer que la Corée du Nord, elle, se range du côté de l'autre camp, au moins en principe, ou comme soutien dans une forme d'alliance? C'est possible. Mais est-ce que je les vois contribuer directement avec des troupes, la marine ou l'armée? Pas du tout. Je pense que quand on regarde la réalité des pays du Golfe, depuis que les Émirats arabes unis ont décidé de se retirer du CCG, de l'OPEP, de l'OPEP, tout ça, eh bien, on ne voit plus vraiment ce partenariat qu'on connaissait avant. L'Arabie saoudite, d'ailleurs, elle se battait contre les Émirats, au Yémen, en Somalie, en Libye. Ils se combattaient entre eux. Et aujourd'hui, les liens économiques qu'ils avaient autrefois sont en train de s'affaiblir. En plus, les Émirats se rapprochent d'Israël. C'est pour ça que ce responsable émirati parle du 7 octobre et du 4 mai comme d'un nouveau 7 octobre. Parce qu'ils ont le sentiment de faire partie d'Israël, de ce pays, de ce groupe. Et franchement, c'est assez incroyable. Je ne vois pas, moi, quelle est vraiment l'importance des Émirats arabes unis pour les États-Unis. Eh bien, l'enjeu pour les Émirats arabes unis, comme pour les États-Unis, c'est avant tout une question de réputation régionale et de présence dans la région. Avant le 1er mai, quand les Émirats faisaient encore partie de l'OPEP, je dirais que cette alliance, ce partenariat, était bien plus important pour les États-Unis et pour le marché mondial du pétrole. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Mais c'est là tout le risque. Vous voyez, au moment où les Émirats ont quitté l'OPEP et ont décidé d'avancer seuls, pour ainsi dire. Oui, leurs liens vont se resserrer avec Israël. Ils ont besoin d'un allié, d'un partenaire. Il ne fait aucun doute que les alliances que les Émirats entretenaient avec d'autres régions ou d'autres pays membres de l'OPEP reposaient sur leur. Ils sont membres de l'OPEP. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont-ils un passé de rivalité? Bien sûr. Mais il y avait aussi une forme de lien économique, au moins sur ce plan-là. Et vous savez, dans le même esprit, l'Arabie saoudite et l'Iran sont, disons, des rivaux existentiels par nature. Alors, si les Émirats quittaient l'OPEP, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le soutien direct des États-Unis, que ce soit militaire ou économique? Oui, c'est possible.
Mais comme leurs relations se resserrent avec Israël, est-ce qu'Israël pourrait réagir au nom des Émirats? Oui, tout à fait. Et là, ça relie directement les États-Unis. Donc, la raison pour laquelle la rhétorique qu'on entend aujourd'hui de la part des Émirats ressemble autant à celle d'Israël, c'est parce qu'il s'agit d'une démarche diplomatique. C'est une démarche diplomatique, sans avoir à le demander ouvertement. On sait qu'Israël a donné l'ordre d'ouvrir tous ses bunkers et abris anti-bombes. On sait aussi qu'Israël est en alerte. Donc, Israël s'attend à quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'Israël s'attend à quelque chose parce qu'ils savent qu'ils vont être directement impliqués dans une ou plusieurs frappes de représailles au nom des Émirats arabes unis contre l'Iran? Je le pense, oui. Les services de renseignement israéliens disent que le cessez-le-feu va s'effondrer dans les prochaines heures. Est-ce qu'ils savent quelque chose que nous ignorons? Probablement. Alors, est-ce que tout ça ressemble à une reprise des hostilités, selon qui tirera le premier coup? Je ne sais pas. On pourrait dire que les premiers tirs ont déjà été lancés par l'Iran, puisqu'ils ont visé des navires de guerre américains. Mais en même temps, ces navires américains menaient un blocus. Et ça, c'est un acte de guerre. Donc quand on regarde tous ces éléments militaires en mouvement, est-ce qu'un conflit devient inévitable? Oui, clairement. Comme je l'ai déjà dit, si on prend les éléments du golfe du Tonkin, les alliances de la Première Guerre mondiale et toutes les tensions historiques de longue durée dans cette région, tout ça se retrouve aujourd'hui au même moment à un point critique. Et honnêtement, je ne vois pas de sortie pacifique pour l'instant. Oui, l'audience du procès de Netanyahou prévue pour demain a été annulée à cause des tensions sécuritaires. Voici ce qui a été rapporté sur la chaîne 14. En Israël, on parle du pays prêt à reprendre la guerre avec l'Iran en attendant le feu vert de Trump. C'est ce qu'ont rapporté les médias israéliens. Le point, Anthony, c'est que la guerre, enfin, on sait qu'elle a commencé quand ils avaient déjà tous ces magnifiques, comme Donald Trump aime le dire, ces grands et beaux radars dans les pays du CCG. Et pas seulement là-bas, aussi en Israël, avec la communication du système de défense aérienne. Ils avaient tout en place avant que cette guerre ne commence. Mais en ce moment, la situation en Israël est telle qu'on voit des roquettes du Hezbollah passer à travers le système de défense aérienne et atteindre des cibles en Israël. C'est la réalité d'Israël aujourd'hui. La question c'est, qui va encaisser le plus de coups avant de sentir que l'effondrement approche? C'est ça, le vrai problème aujourd'hui. On parle de deux petits États, Israël et les Émirats arabes unis. Ils n'ont pas vraiment la capacité d'encaisser autant d'attaques, autant de frappes de missiles. Et le système de défense aérienne n'est plus ce qu'il était avant le début de cette guerre. Alors, comment cela pourrait-il leur donner un quelconque avantage si c'est bien ce qu'ils cherchent? Eh bien, je pense qu'il est important de rappeler que, même si les Émirats arabes unis et Israël sont de petits pays, que ce soit par leur taille ou leur population, il faut regarder leurs capacités, leurs points forts. Évidemment, leurs forces aériennes sont très performantes, avec notamment les F-35. Les Émirats sont aussi clients de vente d'armes étrangères, avec beaucoup d'équipements militaires de très haute technologie. Leur armée est petite, mais elle est redoutablement efficace. Mais pour revenir à votre question, ce qu'on a observé jusqu'à présent, en matière d'interdiction aérienne vers l'intérieur du territoire iranien, ce sont surtout des succès le long des côtes, dans les zones littorales. En revanche, toutes les tentatives de pénétrer plus profondément en Iran se sont heurtées à une forte résistance et se sont soldées par des échecs. Je pense notamment à la mission américaine pour récupérer un pilote abattu près d'Ispahan, qui s'est terminée par la perte de son appareil. When the Israeli F-35
Quand le F-35 israélien est allé plus profondément en Iran, il a été intercepté par un missile solaire. Donc on sait que malgré la puissance des Émirats arabes unis et d'Israël, cette puissance ne suffit pas à changer radicalement la manière dont l'Iran peut se battre. Alors pour répondre à votre question, que peuvent faire les Émirats et Israël seuls? Pas grand-chose. Est-ce que les États-Unis vont être entraînés davantage et directement dans ce conflit? D'abord, les États-Unis sont déjà directement impliqués à travers le blocus. Mais est-ce qu'ils vont être ramenés dans une guerre ouverte avec des frappes aériennes et terrestres? Je pense que oui, c'est probable, surtout si Israël s'engage. Et d'après la position d'Israël, ses préparatifs, son discours, tout ce qu'Israël dit en ce moment, je crois qu'Israël va effectivement s'impliquer dans les prochaines heures ou d'ici un jour. Oui, il semble que ce passage sécurisé, défini par les États-Unis dans le détroit d'Ormuz, près des côtes omanaises, eh bien personne ne l'utilise. Personne ne va aussi loin. Et je pense, Anthony, que s'agissant du détroit d'Ormuz, il n'y a pas de solution pour les États-Unis. Peu importe leurs efforts. Ils essayent. Comme Donald Trump qui tente désespérément d'entraîner la Corée du Sud ou les Européens dans la guerre, mais personne n'ira là-bas. Parce que si les États-Unis, avec leur propre marine, ne sont pas capables d'ouvrir le détroit d'Ormuz, comment peut-on imaginer que les Européens y participeraient? Ou la Corée du Sud? Je crois qu'il y a eu un appel entre le ministre iranien des Affaires étrangères et ses homologues d'Arabie saoudite, du Qatar et de Turquie. Ils ont échangé et l'Iran présentait la dernière version de sa proposition. Un plan en 14 points pour le moment. La plupart de ces points viennent en fait du plan en 10 points précédent. Et vu la complexité de la situation actuelle, est-ce que les États-Unis peuvent encore rouvrir le détroit d'Ormuz? Ou est-ce qu'on en arrive à un point où c'est devenu impossible? On ne peut pas sacrifier, et personne ne va risquer sa vie ou son pétrolier à cause de ce que Donald Trump impose, vous voyez, en les forçant ainsi. On a ouvert, vous savez, une partie de tout ça. Ils ont dit aujourd'hui que 2 de ces navires américains avaient traversé le détroit d'Ormuz sans rencontrer de difficultés. Mais ensuite, les gardiens de la Révolution ont démenti. Ils ont affirmé que rien de tel ne s'était produit, parce qu'ils veulent donner cette impression, cette idée aux pétroliers de la région. Si les États-Unis passent, vous pouvez passer aussi. Et ce n'est pas la réalité. Je ne vois pas en quoi cela va aider les États-Unis, ni Donald Trump lui-même. Oui, quand on regarde ce qui peut être fait, ce qui devrait être fait, et ce qui est réaliste. Si les États-Unis voulaient ouvrir de force, prendre, capituler ou contrôler le détroit d'Ormuz, cela demanderait des ressources extraordinaires, bien au-delà de nos capacités à long terme. Ce serait un coût énorme, avec la perte probable de bâtiments de la marine. Pour y parvenir, il faudrait percer le détroit avec des destroyers et des croiseurs, afin d'établir une domination navale des 2 côtés du détroit. On ne peut pas simplement en contrôler un seul côté. Si on ne contrôle qu'un côté, on ne le contrôle pas vraiment. On ne peut pas se contenter du côté du golfe Persique, ni du golfe Arabique, ni du golfe d'Oman, ni seulement de l'Est ou de l'Ouest. Il faut tout contrôler, parce qu'on parle d'un passage navigable très étroit. Donc, c'est omnidirectionnel. Il faut le maîtriser dans toutes les directions. Concrètement, ça voudrait dire que les États-Unis devraient sécuriser et contrôler tout l'Ouest, avec des défenses aériennes, terrestres et navales, à la fois sur le golfe Persique et sur le golfe d'Oman, le long du détroit d'Ormuz, à l'intérieur même du chenal. Et puis du côté Est, c'est là que les choses se compliquent, parce que l'Iran, lui, le contrôle. Et même si les États-Unis parvenaient à prendre, disons, l'île de Keshm, qui pourrait servir d'ancrage oriental à la défense, il faudrait ensuite la tenir.
Et ça, ce serait intenable, quasiment impossible à réaliser pour les États-Unis. Et ce faisant, cela entraînerait des pertes humaines considérables. Donc, les options dont disposent les États-Unis pour réellement contrôler le détroit d'Ormuz, pour garantir un passage sûr, pour escorter des navires commerciaux, ça n'existe pas. C'est une illusion. Les États-Unis n'escortent pas de navires. Tout ce projet appelé Freedom, selon lequel les États-Unis guideraient les navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que ça veut dire? Guider. Ce n'est pas escorter. Donc ce que les États-Unis peuvent réellement accomplir, ce n'est pas un contrôle total du détroit d'Ormuz. Ce qu'on va voir, c'est probablement une reprise des hostilités. Ce sera très intense. Et on va voir les États-Unis s'y préparer. On sait déjà que c'est en train d'être planifié. On sait déjà que le commandant du commandement central américain, lors de sa visite à la Situation Room la semaine dernière, s'est assis en personne avec Donald Trump, Pete Hegseth, le chef d'état-major interarmé et les planificateurs militaires présents dans la salle. Il a présenté à Donald Trump plusieurs plans, dont l'un concernait le blocus, celui qu'on voit aujourd'hui, ou sa poursuite à travers le projet Freedom. Mais ensuite, il y avait aussi les scénarios envisagés si cela échouait. À quoi ressemblerait une éventuelle attaque terrestre, à grande ou à petite échelle, et quelles seraient les options selon le terrain choisi? Est-ce que ce serait l'île de Keshm, l'île de Karg, ou les deux à la fois? Est-ce que ce serait simultané? Tous ces plans ont été présentés au président. Donc, ce qu'on va voir dans les prochaines heures et les prochains jours, c'est l'échec des négociations, la montée des tensions, la fin du cessez-le-feu et la reprise des hostilités. D'abord peut-être de manière unilatérale par les Émirats arabes unis, avec éventuellement le soutien d'Israël, ce qui entraînerait alors une implication directe des États-Unis. Et à ce moment-là, les options que le commandant du Central Command a présentées au président consisteraient en une forme de prise ou de contrôle de territoire, dans le but de garantir le passage ou le contrôle du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est devenu le centre de gravité. Le détroit d'Ormuz est devenu la carte maîtresse. Celui qui contrôle le détroit d'Ormuz contrôle le rythme auquel cette guerre évolue. Et en ce moment, c'est l'Iran. C'est indiscutable. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Donc, dans les heures et les jours qui viennent, je pense qu'on va assister à une escalade très forte. Toute escalade, on l'espère, devrait servir à ramener la négociation sur la table. À un moment donné, les États-Unis vont devoir négocier. Et plus cette guerre dure, plus on épuise nos stocks de missiles, plus on met notre marine en danger, plus on surexploite nos forces armées, et moins on est capable de négocier en position de force. Quant à ce à quoi ressemblera cette négociation, comme je l'ai déjà dit, la fin de ce conflit va transformer la structure géopolitique du monde. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Jusqu'à quel point tu veux dire? Qu'est-ce que ça signifie pour toi quand tu entends que la Chine s'oppose aux États-Unis sur la question des sanctions? Tu vois, la Chine a dit à ses raffineries, ne vous souciez pas des sanctions américaines, vous pouvez coopérer avec l'Iran. Et si les États-Unis vous frappent, nous frapperons les États-Unis. Jusqu'où ça peut aller, ça? Eh bien, vous savez, je pense que la Chine a la capacité de tenir le coup. Mais on voit aussi un alignement direct avec Téhéran et Moscou. La rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Arakchi et Poutine, ce n'était pas une petite réunion. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement ignorer. C'était important. Alors si on regarde le départ des Émirats arabes unis de l'OPEP, si on regarde les nouvelles alliances qui se forment, les Émirats et Israël qui se rapprochent dans la région, l'Iran qui développe des liens économiques
militaire et diplomatique direct avec la Russie et la Chine, qui partagent d'une certaine manière leur territoire entre l'Asie centrale et l'Asie occidentale. Ces nouvelles alliances sont différentes des alliances, des traités et des partenaires de négociation qu'on voyait dans le monde avant ce conflit. Ce conflit a-t-il directement conduit certains éléments des Émirats arabes unis à quitter l'OPEP? Je le pense, oui. Est-ce que ce conflit a directement amené la Chine à accueillir l'Iran à bras ouverts et à se ranger du côté de l'Iran face aux États-Unis? Oui. Est-ce que ce conflit a ouvert les bras de Moscou à Téhéran au point qu'on voit cette nouvelle amitié se développer? Oui aussi. Quand tout cela reprendra, que ce soit à court ou à long terme, il faudra forcément en passer par une forme d'accord négocié, de paix, de discussion. Et quand ce moment viendra, les États-Unis n'apparaîtront plus comme l'hégémonie mondiale. De nouvelles alliances vont émerger sur le plan économique et diplomatique, notamment avec la Chine et la Russie, qui prendront l'avantage, surtout dans cette région. Et les États-Unis se retrouveront dans une position plus faible à l'échelle mondiale. Parce que nous avons trop tôt notre armée, nos ressources, nos missiles, notre défense aérienne, nos capacités. Nous avons révélé une grande partie de notre technologie à la Russie et à la Chine parce que nous l'avons utilisée pour défendre Israël. C'est une technologie que nous aurions normalement gardée secrète, que nous n'aurions dévoilée qu'en cas de conflit à grande échelle. Mais beaucoup de ces capacités sont maintenant connues. Nous l'avons montré. Nous avons révélé le missile hypersonique sur lequel nous travaillons. C'est fait. Il n'y a plus de secret. Regardez, nous l'avons, c'est public maintenant. Alors, quand on regarde la position des États-Unis dans le monde, chaque jour que cette guerre continue, cette position ne s'améliore pas. Nous ne sommes pas en train de gagner en grand, comme dirait Donald Trump. Nous perdons de l'influence et du pouvoir jour après jour. Et je pense que dans les heures et les jours à venir, les hostilités vont reprendre, et elles seront très intenses pendant un certain temps. Oui, on va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien sûr, merci à vous. Comme toujours, passez une excellente journée. Je pense qu'il faut qu'on fasse une mise à jour. Je te contacterai peut-être dans la semaine pour voir ce qu'on peut faire. Toujours disponible. Merci, Tony. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you. Bye bye.